Bienvenue dans ce nouvel épisode de la DTF Dream Team Forever avec Hakim Kakimosiko ou l'Afrique du football et talonneur. Aujourd'hui, on parle des stars africaines en route pour la Coupe du Monde 2026 de Mohamed Salah à Percy Tau en passant par Sébastien Allers. Les grandes nations sont en action. Mais attention, la surprise pourrait bien venir de la République démocratique du Congo ou du Cap-Vert, plus en forme que jamais. On fait aussi un tour par l'Iliko Cash Ligue 1, championnat national de la République démocratique du Congo, où le suspense est total dans le groupe BA. Au casting, on fait un réaménagement pour bel et bien se statuer très bien par rapport à ces deux sujets de ce nouveau épisode de Dream Team Forever avec Hakim Kakimosiko. Patrick Bouéré pour une première fois dans ces podcasts. Bienvenue, bonjour. Bonjour Hakim, bonjour également à ceux qui nous suivent de partout. C'est un réel plaisir pour moi de me retrouver sur ces plateaux pour la première fois comme vous l'avez énuméré. Je pense qu'on va passer un moment d'analyse et de partager ce qu'on vit, la passion qui est le football. Peut-être que vous nous avez suivi tout simplement en ligne. Vous avez quand même cette opportunité d'être sur place. Comment vous trouvez l'atmosphère? Je suis comme un poisson dans l'eau, je le dis. J'aime bien me retrouver dans ce genre de circonstances pour bien analyser, pour bien nourrir nos téléspectateurs de différentes sortes d'analyses. De l'autre côté, c'est Emeraude Kamba. Moi, j'aime l'appeler comme ça, Emeraude Kamba. Une première aussi pour DTF. Déjà ici, pour parler spécial héros. Mais pour DTF, apparemment, c'est une première. Hein. Deuxième, parce qu'il François et Timothée avec lui. Avec eux, on avait partagé ok, exactement. Une émission aussi. Très heureux de revenir et parler sport dans DTF. La santé, ça va. Très bien. Voilà. On parle éliminatoire de la Coupe du Monde Canada, Mexique, États-Unis 2026. Aujourd'hui, on va faire quand même l'aperçu général de tous les groupes, en commençant par le groupe A. On commence déjà avec où l'Égypte est leader avec 16 points. Je commence directement avec Patrick Bouéré. Historiquement, on peut toujours craindre l'Égypte. Oui, on peut toujours craindre l'Égypte puisque c'est la nation la plus titrée en Afrique. Oui, puisque si on regarde l'ossature, l'effectif de cette sélection des pharaons, il y a de quoi avoir peur. On a un certain Mohamed Salah, vous avez Omar Marmouche. Et si on doit regarder les classements, on voit que la hiérarchie est respectée dans ces groupes A. L'Égypte qui est en train justement de chercher peut-être là à confirmer déjà sa qualification avant peut-être 2 ou 3 journées de la fin ces éliminatoires. Je pense que en regardant ce qui se passe dans ces groupes A, je me dis vraiment que la hiérarchie est bel et bien respectée. Peut-être le Burkina Faso qu'on pensait peut-être aller titiller l'Égypte, mais on a senti que la différence des niveaux était vraiment remarquable et je pense il y aura peut-être une rencontre entre les Burkina Faso et l'Égypte. Question pour le Burkina Faso de tenter à encore poser quelques difficultés, quelques problèmes à l'Égypte, faire douter si on doit les dire, mais ça sera très très difficile au vu de ce qui s'est passé au début. Emeraude Kamba, aujourd'hui on peut dire que l'Égypte a retrouvé son niveau d'attente. Puisqu'on parle de l'Égypte, il faut s'attendre à tout parce que ça reste une nation non seulement qui est la plus titrée, mais on parle des mondiales. On parle des mondiaux. L'Égypte participe un habitué dans cette compétition. En 2018, il y a eu l'Égypte. En 2022, il y a eu l'Égypte. On rappellera bien sûr de ces matchs et de cette rencontre face à l'Arabie Saoudite, que l'Égypte était tout proche d'une victoire. Et voilà, elle était dans un groupe aussi relevé avec les pays hôtes de la compétition. Mais moi, j'ai dit encore une fois, cette nation égyptienne nous impressionne au vu de sa régularité en Afrique, parce que on dit Égypte, on dit cette nation qui est régulière à chaque fois, qui revient non seulement avec des mêmes figures dans son effectif, mais avec de nouveaux joueurs qui intègrent à chaque fois la sélection, mais qui s'habituent rapidement. C'est-à-dire que l'Égypte, c'est une nation qui peut garder 5-6 joueurs dans la durée, mais dans l'ensemble, on change à chaque fois les listes. C'est-à-dire on prend même des joueurs qui jouent le championnat égyptien parce qu'il y a
un niveau relevé aussi. On retrouve des Al-Ahly qui jouent la Ligue des Champions chaque année. On retrouve plusieurs équipes en Égypte qui jouent bien sûr la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération africaine. Mais en dehors, bien sûr, de cette frontière égyptienne, il y a aussi des joueurs qui aussi sont très talentueux en Europe, notamment Mo Salah, qui des fois aussi se laisse un tout petit peu ses deux plumes lorsqu'il vient en Égypte, parce qu'il y a aussi des joueurs qui peuvent faire la loi. Moi, je pense aussi à Omar Marmouche qui est à City. Et voilà, ça reste une nation avec des potentialités sur le terrain, mais aussi la régularité à revenir à chaque fois sur la scène continentale. Et dans ce pool, on retrouve l'Égypte, mais il y a aussi une nation qui peut titiller à chaque fois cette nation égyptienne. Le Burkina, c'est une nation qui, à chaque fois, ne doute de rien. C'est-à-dire que l'RDC ou les Nigeria, toutes les nations africaines sont passées par un mauvais souvenir de ce côté burkinabé. J'ai dit encore une fois que ça reste une nation africaine qui, devant tout adversaire, a de quoi faire le poids. En termes d'effectifs, en termes de niveau même sur le terrain. Parce que le football joué par le Burkina a toujours été un football, bien sûr, plaisant par plusieurs sélectionneurs. Et à chaque fois, l'Égypte est dans une compétition, et le Burkina, pardon, est dans une compétition, au moins, il vise à passer le groupe. La dernière fois, c'était aussi un parcours aussi élogieux que ça, mais le Burkina reste cette équipe qui est régulière, non seulement avec son effectif, avec des joueurs qui reviennent à chaque fois, des Traoré, des joueurs comme ça. Parce qu'ils ont encore la chance de se qualifier. Ils ont avec 5 points d'écart. 5 points d'écart, mais derrière, il y a par rapport, si vous m'aidez avec... Il y a Sierra Leone avec 8 points. Les Sierra Leone, l'Éthiopie, 6 points, les Guinéens 6 points et Djibouti une unité. Moi, je pense que le Burkina a la chance de rencontrer peut-être des équipes qui jouent presque le même football que lui. C'est-à-dire, lorsque vous citez toutes ces nations-là, ce sont des nations qui font face, bien sûr, à une fraîcheur physique aussi élevée, avec, bien sûr, des conditions qu'on le sait. On joue des matchs à 13h, on joue des matchs à 12h, avec la chaleur aussi. Le Burkina, ça reste cette nation aussi qui fait face à ces genres de nations. Je pense que la difficulté revient sur l'Égypte. Si elle arrive pas, bien sûr, à gérer les prochains matchs, ce sera peut-être une occasion pour le Burkina de s'en passer. Mais sauf que c'est très compliqué. L'Égypte, lorsqu'il va jouer peut-être 2 matchs chez lui à la maison, parce que ça reste 4, lorsque l'Égypte va jouer 2 matchs chez elle à la maison, je pense que ça va prendre 6 points. Donc, l'Égypte a gagné 5 matchs avec un seul match nul, 0 défaite. La plus grande difficulté pour les Burkina Faso, c'est quoi? C'est que il faut à tout prix d'abord battre l'Égypte, puisqu'il y aura une rencontre entre ces deux nations. C'est d'abord la première difficulté. Et puis la seconde est qu'il faut une contre-performance de l'Égypte. Ça sera à la maison, en déplacement. Parce que si c'est à la maison, mais c'est à la maison pour le Burkina, c'est pas une mission impossible, parce que c'est pas le Burkina impossible, mais c'est la maison à y aller faire, hein. Donc même à la Coupe d'Afrique des Nations, même dans des compétitions comme ça, le Burkina a toujours eu la possibilité de s'imposer devant n'importe qui, hein. Mais je pense aussi que lorsque vous dites complication, c'est que le Burkina peut s'imposer face à l'Égypte. Est-ce que ce sera la même chose lorsqu'il va se déplacer face à la Sierra Leone? C'est ça d'ailleurs la vraie question qu'on devrait se poser. Mais pour l'Égypte, moi je pense que rien n'a encore gagné. Parce que tout le monde pas tout le monde, mais les 3 premières nations ont la chance de se qualifier, et que la Sierra Leone ou encore le Burkina et l'Égypte. Moi, je pense que les cartes vont se jouer de côté-là, mais sauf il y a aussi l'expérience qui peut compter à chaque fois, qui peut revenir, qui peut rebondir pour l'Égypte, de devoir faire face à ces nations. Voilà. On va quitter directement le groupe A pour parler du groupe B, où la République démocratique du Congo est leader avec 13 points. Patrick Bouéré, peut-on parler d'un groupe de la mort? C'est un groupe de la mort, bien sûr. Le mot est bien choisi, puisque ce groupe fait peur. Ce groupe fait peur puisqu'il y a encore une lutte à 3. On a parlé de l'Égypte et les Burkina, puisque là, la lutte est à 2. Mais du côté du groupe B, il y a 3 nations qui peuvent encore prétendre avoir les tickets qualificatifs pour aller jouer cette Coupe du Monde. Je vais commencer d'abord avec la RDC, puisque la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est intéressant. La République démocratique du Congo a 1 point d'avance par rapport à ses concurrents.
Ça, c'est d'abord un point positif pour la République démocratique du Congo. Bon, peut-être certains à la maison vont commencer à faire des calculs par rapport à la réserve introduite par la RDC contre une histoire à oublier. Une histoire à oublier, puisque jusque-là, il n'y a rien à signaler. La République démocratique du Congo va recevoir les Sénégal à domicile. La RDC va recevoir le Soudan. D'ailleurs, ce sera lors de la dernière journée de ces éliminatoires à domicile. C'est un point positif, mais c'est aussi un point négatif. Pourquoi je les souligne? Puisque depuis un certain moment, on se rend compte que les léopards à Kinshasa, ça bégaye. C'est depuis 2016. Ça bégaye. C'est depuis 2016. On n'arrive pas vraiment à avoir du beau jeu, même si depuis un certain moment aussi la RDC ne donne pas ces goûts-là, ces beaux jeux-là. On n'arrive pas à remporter des rencontres facilement, même si on joue face à des petites équipes. Moi, d'ailleurs, lors de la récente rencontre... La dernière victoire au-delà de 2 buts, c'est contre la Libye, c'est en 2016. Effectivement. Le reste, c'est compliqué, je vous dis. C'est quand même... On a battu le Soudan 2-0. Au-delà des deux. De 2 buts. Ah, voilà. Il n'y a pas eu de 3 buts. Faut faire attention. Il n'y a pas eu de 3 buts. 3 buts à 0 contre la Mauritanie, c'était à Lubumbashi. On parle des stades de Martyr. 3 buts à 1 aussi. On parle des stades de Martyr. Moi, je suis en train de parler à Kinshasa, puisque je sais que la rencontre va se jouer à Kinshasa. À Kinshasa. C'est ça la grande question. La récente rencontre au stade des Martyrs, j'ai rencontré des supporters qui pensaient, il y a eu même d'ailleurs de ceux qui ont misé que la RDC va gagner le match par 6-7. Soudan du Sud. On va penser comme ça. Il y a eu des gens qui pensaient comme ça, mais on a vu ce qui s'est passé sur la pelouse. Et curieusement, on va recevoir qui? Les Sénégal. On a eu d'ailleurs un mauvais souvenir, c'était à Lubumbashi au stade de la Kenya, si je ne me trompe pas. Une défaite, une lourde défaite des léopards de la RDC devant les Sénégal. Et je n'aimerais pas que nous puissions revivre un scénario pareil pour les hommes de Sébastien Desabre. Oui, à un certain moment, on arrive à critiquer son jeu, mais il gagne. Lui, il s'en fout. Et je pense peut-être... L'essentiel, c'est les 3 points. Ouais, les plus importants, c'est que la République démocratique du Congo s'impose. Devant le Soudan, j'ai vu la rencontre entre les Soudans et les Sénégal du côté de la Libye, si je ne me trompe pas. Mais j'ai eu peur. J'ai eu peur de voir comment le joueur soudanais regardait droit dans les yeux les joueurs sénégalais. Si on doit comparer l'ossature, si on doit comparer les niveaux, que ce soit technique, tactique, entre ces deux nations, mais il n'y a pas photo. Pourtant, le joueur soudanais, on doit se le dire, on sait ce qui se passe du côté du Soudan, on sait que c'est une nation déchirée par la guerre. Les Soudans qui comptent par ces deux grandes nations, entre autres des clubs, Al-Hilal et Al-Meriek. Ces deux clubs-là ne se produisent pas à domicile, ils sont obligés d'aller jouer ailleurs, c'est du côté de la Mauritanie, si je ne me trompe pas, un championnat, mais pourtant, ils sont là, ils sont en train de faire peur à tout le monde dans ce groupe B, avec 12 points. On s'est dit même que si le Soudan recevait à domicile, ça allait être comment? C'est ça. Le Soudan est en train de recevoir en Libye, mais on sent déjà que l'équipe... ferveur du public au niveau du stade en Libye. Moi, je suis quand même écœuré de voir comment est-ce que ces publics-là arrivent à communier avec son équipe et les performances produites sur les terrains, c'est quand même ahurissant. Et moi, je dis que la République démocratique du Congo a l'obligation de prendre ces deux rencontres face au Sénégal et face au Soudan au sérieux. Pourquoi pas remporter toutes ces deux rencontres étant donné qu'on va jouer à domicile? Ce n'est pas impossible. Au lieu que nous puissions passer à tout moment par la procédure de la calculatrice, comme on a toujours eu l'habitude de les faire des calculs, faire des décomptes lors de la dernière journée. Si on s'est imposé devant les Sénégal, si on s'est imposé devant le Soudan, ça sera vraiment une qualification avec brio pour les léopards de la République démocratique du Congo. Mais, comme on l'a dit, il faut toujours se méfier des Sénégalais, il faut toujours se méfier de ces Soudanais-là à domicile, parce qu'ils viendront pas pour faire des cadeaux aux léopards de la RDC, ils viendront pour jouer. Emeraude Kamba, la République démocratique du Congo qui occupait la 3e position avec 2 succès consécutifs, ça permet que la République démocratique du Congo puisse prendre la première position. Aujourd'hui, selon les critiques de certains Sénégalais, où ils trouvent que l'ossature sénégalaise est un peu vieillissante avec les Sadio Mané, de Koudou Koulibaly. Est-ce que vous pensez que cette sélection est capable de revenir à la première position et de se qualifier à la Coupe du Monde? Les Sénégal? Les Sénégal. Les Sénégal, oui, ça peut y revenir à chaque fois, parce que les Sénégal, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 nous a donné tous raison. Après, j'ai dit encore une fois, pour l'RDC, c'était prévisible de prendre la première position. Mais on prend la première position de manière provisoire, parce qu'il y aura les matchs à faire. Mais l'RDC, par le passé, a 2 fois la possibilité de finir première avant
à la fin de la trêve, mais rate cette possibilité. C'est-à-dire la première fois qu'on a eu cette capacité à finir première, il fallait s'imposer face au Soudan à tout prix, en déplacement, après la victoire face à la Mauricie ici à la maison. On a fait n'importe quoi, on a perdu 1-0. Et le Sénégal, qui a fait un nul face au Togo, bizarrement, c'est le Soudan qui s'est retrouvé en première position. Mais je pense aussi que la RDC, de ces côtés-là, a compris qu'il fallait au moins finir cette trêve première. Et c'est qu'a fait les sélectionneurs Sébastien Desabre en s'imposant un fort rythme dans les matchs. On a remporté avec de la manière, du caractère, sans encaisser. Dans deux matchs, ça reste une nation qui a envie de se qualifier. Sauf que et l'RDC et le Sénégal, dans la capacité d'envie, l'RDC a plus d'envie que le Sénégal. Moi, je l'ai su rapidement lorsque j'ai vu cette nation congolaise match par match. J'ai compris même la douleur de la défaite d'Avant-CAN face au Soudan, que ça s'est ressenti lors de la Coupe d'Afrique des Nations, que l'RDC n'avait plus envie de perdre. Et j'ai dit, encore une fois, l'inquiétude, c'est lorsque vous dites que le Sénégal peut revenir et se qualifier à la Coupe du Monde, c'est là que ça commence les inquiétudes pour la RDC. L'inquiétude pour la RDC, c'est qu'on a fait 18 matchs sans avoir une identité de jeu. C'est-à-dire, avec des sabres, c'est vrai qu'on parle à chaque fois des résultats, on parle à chaque fois des victoires, mais rappelez-vous qu'on a fait 18 matchs. 18 matchs pour une nation avec les mêmes joueurs. À chaque liste, il n'y a pas de surprise. Hein. C'est souvent des mêmes joueurs qui reviennent. Mais pourquoi on n'a pas ces automatismes? Pourquoi on n'a pas cette cohésion? Pourquoi on n'a pas ces jeux? Pourquoi on n'a pas ces beaux jeux? Pourquoi on n'a pas cette fluidité dans le jeu? Parce que aussi, ça peut tarder. Mais si ça tarde, c'est compliqué pour la RDC de revenir après une défaite face au Sénégal. Moi, j'ai dit encore une fois, dans ce groupe, la RDC doit faire sans faute. Si on est tombé face au Soudan, mais face au Sénégal, ça ne pourrait plus pardonner. Parce que si on perd, même si on fait un match nul face au Sénégal, rappelez-vous, il faut oublier la Coupe du Monde. Il faut oublier la Coupe du Monde parce que la RDC n'a pas la capacité de revenir. La RDC compte sur le résultat, on n'a pas un beau jeu. La RDC compte sur le résultat, on n'a pas de joueurs. Moi, j'ai dit, on n'a pas de joueurs à caractère technique qui peut changer tout un match. On n'en a pas. C'est-à-dire, on joue avec un milieu mécanique où on retrouve Moutoussamy, Charles Piquet qui peut jouer à chaque fois horizontal. On avait Gaël Kakuta qui a pris de l'âge, il a pris l'andropause, il doit se reposer. Mais est-ce qu'on a ce numéro 9 qui peut marquer même ne serait-ce qu'un seul but? On a Fiston Maël qui n'est pas titulaire. Qui n'est pas titulaire. C'est le problème. Mais il est entré face à la Mauritanie, on gagne déjà 1-0, il fait le miracle, il fait pied gauche. Même moi, si je suis en bonne position, les gardiens mauritaniens, je prends ces ballons. Mais lui, avec son pied gauche, je sais pas si les gardiens mauritaniens avaient vu quoi. Les deuxièmes buts étaient entrés. Mais je dis encore une fois, mais ça reste dans des contextes. Est-ce que c'était une passe donnée par ses coéquipiers? Est-ce qu'il y a eu quand même une cohésion pour que Kalala Mayele marque ses buts? Non, pas du tout. C'était un effort personnel. Moi, je dis encore une fois que c'est compliqué dans ce groupe-là, lorsque vous jouez le Sénégal ou le Soudan, parce que ça peut pas pardonner. Si vous perdez seulement un seul match, encore une fois, dans ce groupe-là, c'est mort pour la RDC, on n'ira pas là. Comment il faut oublier? Et l'inquiétude, c'est ça. L'inquiétude, c'est que la RDC n'a pas retrouvé cette identité dans le jeu. La RDC n'a pas retrouvé ses fonds de jeu. On nous parle des résultats à chaque fois. Oui, on doit se fier. Les résultats, ça peut arriver à chaque fois pour toutes les nations. On a parlé du Burkina Faso qui à chaque fois aussi, avec son beau jeu, arrive à faire le résultat. C'est vrai qu'on peut avoir encore une fois des certitudes pour une nation qui peut s'inscrire dans la durée, pour une nation qui peut avoir de l'avenir, pour une nation qui peut nous donner encore une fois de l'envie. Même si ça perd aujourd'hui, on sait que demain ça va gagner. Mais pour l'aider, c'est pas le cas. Si ça perd aujourd'hui, c'est compliqué. Et dans ces groupes-là, face au Sénégal, il faut encore une fois à tout prix gagner. Patrick Bouéré, comme vous avez souligné déjà que c'est un groupe de la mort parce qu'il y a trois nations qui courent derrière une qualification. Est-ce qu'on peut dire que la République démocratique du Congo et le Sénégal sont sous pression du Soudan? Oui, ils sont sous pression du Soudan, oui. On est en train de parler, on a pu s'analyser les trios RDC, Sénégal, Soudan, mais on n'oublie pas, il y a d'ailleurs un match nul entre les Soudans du Sud et les Soudans. On est en train peut-être d'ignorer que ça peut aussi trébucher à un certain moment puisque la RDC va se déplacer à deux reprises. On doit jouer les Soudans du Sud à l'extérieur. On va jouer les Togo qui a obligé les Sénégal à un match nul.
tout peut aller très vite, donc c'est à la République démocratique du Congo de pouvoir rester concentré du début jusqu'à la fin. Donc les 4 dernières rencontres doivent se jouer comme des finales. Si Sébastien Desabre veut vraiment retrouver la Coupe du Monde 2026, il ne faudra négliger aucune rencontre. Moi, oui, Emerauda a relevé les faits avec les jeux, tout le monde l'a laissé, on l'a dit, mais moi, à un certain moment, j'ai décrit aussi les choix effectués par Sébastien Desabre. Des fois, il fait un 11 un tout petit peu à la limite, où il fait des changements en retard. Il y a des joueurs potentiels. Il y a d'ailleurs des joueurs tels que Mukao, que moi personnellement j'ai pas compris comment un joueur très talentueux peut pas avoir ne serait-ce que 15 minutes lors de ces 2 dernières rencontres. Il y a eu les jeunes les noms d'échappent Sadiki, il est entré à la 89e face à la Mauritanie. Qu'est-ce qui est vers la fin, lorsqu'on a besoin de cette jeunesse-là, puisque à un certain moment, en République démocratique du Congo, on a décrié les faits que le jeune ne venait pas des sitôt dans la sélection. On a décrié ces faits-là. Oui. Mais actuellement, on se rend compte que ces jeunes-là commencent à avoir cette envie. On a un Mukao 22 ans, si je ne me trompe pas. On a 20 ans. 20 ans. On a Sadi qui a 20 ans aussi également. Des jeunes qui ont démontré cette envie-là de venir à la sélection. Très tôt. À un certain moment, je me rends compte courage. Les autres qui ne sont pas encore là peuvent avoir des doutes pour dire ceux qui sont partis avant, ils les jouent pas et puis nous, est-ce qu'on aura la possibilité de jouer? C'est ça le problème. Est-ce que pour avoir la maturité, il faut jouer seulement en étant à 25 ans, à 26 ans ou à 27 ans? Je ne pense pas. On a des Lamine Yamal et les autres qui ont joué avec leur sélection en étant à 17 ans et à 18 ans. Donc, je pense qu'à un certain moment, les sélectionneurs doivent avoir ces faits-là. On a besoin, c'est vrai, on n'a pas seulement besoin que du beau jeu, on a besoin aussi du résultat. Mais nous, à un certain moment, on a besoin de combiner les deux pour que la République démocratique du Congo ne puisse pas titiller devant les Sénégal, non plus devant les Soudan du Sud, puisque c'est vraiment les 2 finales à ne pas perdre. Vous allez comprendre, on peut pas, parce que c'était le groupe de la République démocratique du Congo, donc c'est la nation haute. C'est normal que nous puissions prendre quand même quelques minutes. Passons directement au groupe C de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 où l'Afrique du Sud est ma nation adoptive, les Bafana Bafana. Ah bon? Ouais, effectivement. Vous avez déjà des nations adoptives? Oui. Dans les cas ici, ça... Si je pars au mondial, je pense qu'il y aura l'Afrique du Sud qui va... Voilà. L'Afrique du Sud est leader avec 13 points, si je ne me trompe pas, voilà. 13 points, et suivi du Rwanda 8 points, du Bénin 8 points, du Nigeria 7 points, de Lesotho 6 points, ainsi que de la Zimbabwe 4 points. Patrick, je commence avec vous. Qui aurait quand même cru que le Nigeria pourrait être 4e avec cette unité derrière le Rwanda et le Bénin? Qui recule le Rwanda 2e? C'est les secrets du football. C'est ça les secrets du football, puisque cette question-là, j'ai essayé de faire des calculs, mais justement, ça me donne une réponse qui est contraire. C'est quand même incompréhensible de voir une nation avec des joueurs tels que Victor Osimhen, Victor Boniface. Vous avez des joueurs tels que Ademola Lookman, vous avez des Ole Aina, des joueurs qui jouent dans de très grands championnats, mais au niveau de la sélection, ça ne carbure pas. Et c'est là que c'est d'ailleurs la même question que je me pose. Lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique, j'ai vu ces faits avec les Ghana. Vous avez des joueurs tels que les Mohamed Kudus et les autres, mais les Ghana n'a pas pu sortir de son groupe pour se qualifier lors de la Coupe d'Afrique. Et c'est le même fait avec les Nigeria pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Ce sont des questions que je me pose, mais je n'ai pas de réponse. Puisque les Nigeria a Je vais vous donner les réponses. Oui, bien sûr, peut-être que vous avez... Les Nigeria a tout pour avoir la qualification devant l'Afrique du Sud. Je rappelle que le Nigeria, c'est les vice-champions d'Afrique lors de la récente compétition, lors de la récente Coupe Côte d'Ivoire 2024. Mais à voir ce qui se passe actuellement, je suis écœuré de voir que le Nigeria, les Super Eagles, n'arrivent pas à aller titiller les Rwandais. Je l'ai dit, les Rwandais, puisque si on compare les 2 effectifs, il n'y a pas photo. Le Nigeria est derrière les Bénin, c'est quand même incompréhensible. C'est quand même incompréhensible. Et à la lire où vont les choses, l'Afrique du Sud compte 6 points d'avance par rapport au Nigeria. Il faudra que les Super Eagles comptent sur 2 contre-performances. Ce qui est compliqué. Ce qui est compliqué. Et il faut que le Nigeria puisse battre l'Afrique du Sud lors de la confrontation directe entre ces 2 nations, ce qui devient encore de plus en plus compliqué. Donc, je pense
que l'Afrique du Sud est vraiment bien partie pour arracher cette qualification. À un certain moment, je me suis dit pourquoi ça doit être seulement les mêmes nations. À un certain moment, on doit aussi encourager que d'autres puissent aller goûter également à ce qui s'est fait. Mais l'Afrique, c'est depuis 2010 qu'ils jouent le mondial. Ils ont organisé chez eux, le pays de Nelson Mandela. On a eu envie de suivre cette Coupe du Monde en Afrique. Pour une première. L'Afrique du Sud, c'est cette nation qui a toujours eu cette envie. Sauf que ça manque aussi des repères. Que dans le club ou en nation, ça manque à chaque fois des repères. Je sais pas, mais lorsque vous jouez Mamelodi Sundowns, on sent toujours ces vrais football. Dans cette dernière décennie, on sent quand même que l'Afrique du Sud, la vision de l'Égypte et de l'Afrique du Sud, c'est presque la même chose. Mais c'est pas la même. L'Égypte, ça gagne, l'Afrique, ça gagne pas. Attends, vous avez l'ossature avec les Mohamed Salah et les Omar Marmouche, cumulé avec les joueurs des Zamalek et des Al-Ahly. Et du côté de l'Afrique du Sud, c'est aussi la même chose, même si la majeure partie des joueurs sud-africains évoluent en championnat local avec les Percy Tao et les autres. Mais c'est presque similaire, hein, Emeraude. Mais je pense aussi que le Nigeria est tombé sur le plus fort. Parce que le Nigeria, lorsque Patrick cite des joueurs, oui, c'est vrai, ce sont des noms. Je vous ajoute Moses Simon qui est en Nantes, qui fait une belle saison. Mais sauf qu'on peut citer tous ces noms-là, mais ça reste des attaquants. Ah oui, effectivement, ça reste des attaquants. Le Nigeria, est-ce que ça peut jouer un système où on met 3, 5? Je sais pas, parce que c'est impossible qu'on joue avec 5 attaquants. Est-ce qu'on peut jouer un système où on joue 2, 6 devant? Ça peut pas se comprendre parce que il faut avoir des défenseurs. Le Nigeria, on l'a vu à la Coupe d'Afrique où William Trostekong qui a la défense vieillissante de cette nation nigérienne. Non, je pense même pas à cette défense face à des nations comme le Soudan, qui a une vraie défense avec des valeurs sûres. Je ne pense pas que le Nigeria va faire le poids devant de défenseurs de défense, ou bien sûr, même de Burkina ou encore de Mali. Non, mais ça reste une équipe qui a des attaquants. Sauf qu'à chaque fois. On regarde la composition du groupe. Le groupe C, c'est quand même avec les Lesotho, le Zimbabwe, le Bénin, les Rwanda. C'est incompréhensible. En termes d'effectifs. Même si on parlait de ces arguments. Oui, en termes d'effectifs. Vous allez me dire encore une fois que le Nigeria a des potentiels, que les Lesotho et tout. Mais les Lesotho, c'est le collectif. Je vous dis, depuis la dernière CAN que j'ai joué, j'ai eu envie de voir les Comores, les Cap-Vert, qu'on va parler bientôt, ou encore la Mauritanie. Ce sont des nations que moi, personnellement, j'étais ébahi de voir ces nations-là. Parce qu'il y a eu le collectif, il y a eu un entraîneur, il y a eu des entraîneurs. Amir Abdou a fait le tour, il y a eu le Comore, il y a eu la Mauritanie. Il a compris qu'il ne fallait pas bien sûr miser sur les individualités, il fallait partir sur le collectif. Le Nigeria aujourd'hui, ça peut bien sûr jouer avec 5 attaquants qui font des belles saisons avec leur club. On peut avoir aussi 5 encore sur le banc qui sont très bons. Mais sauf que si on met 2 défenseurs dans l'axe Strotekong ou encore Nobali, est-ce qu'on aura ces 2 défenseurs pour remplacer, pour pallier les vides? Regardez les derniers buts qu'ils ont encaissés face au Zimbabwe. Regardez les derniers matchs qu'ils ont fait face au Lesotho. Regardez encore les matchs qu'ils ont fait face au Rwanda. Ça prouve à suffisance, encore une fois, que le Nigeria, ça reste une nation qui ont des sérieux attaquants, mais qui n'ont pas de défenseurs. Sauf que si devant, ça ne prend pas la possibilité de marquer à chaque fois, parce que le Nigeria peut avoir 12 occasions, que ça peut marquer seulement 2. Et si c'est pas Osimhen qui marque, Moses Simon fait n'importe quoi. Mais derrière, à la défense, c'est compliqué. Lorsque vous n'arrivez pas, bien sûr, à marquer dans de plus belles actions, oui. Est-ce que ça s'inscrit dans la durée? Le vice-champion d'Afrique. Le vice-champion. On a vu de. Est-ce que c'est un problème d'effectif ou bien un problème de management? Non, si Emeraude disait que c'est un problème de management, peut-être, je peux accepter. Non, on peut avoir des bons joueurs lorsqu'on n'arrive pas à utiliser ces joueurs-là à bon escient. Ça pose un problème. Mais c'est un problème aussi de répondants. Oui, on doit l'admettre. C'est un problème aussi des répondants parce que dans les bancs nigériens, les attaquants, lorsque même l'arbitre assistant fait monter son slagline pour faire entrer un joueur, c'est souvent un attaquant au milieu de terrain. Mais est-ce qu'il y a le défenseur, le vrai défenseur? Un RDC, je suis fier de dire qu'on a Dylan Batubisika qui doit rester sur le banc alors qu'Inongabaka doit jouer. Je suis fier de dire encore une fois Oki Boucheri, même s'il n'a pas assez de temps de jeu, il doit rester sur le banc alors qu'il y a Mbemba qui doit jouer. Mais est-ce qu'au Nigeria, on doit laisser Strotekong sur le banc pour faire jouer qui? C'est ça la vraie question aussi. Mais pour le Nigeria, encore une fois, moi j'ai dit c'est mérité. De la 4e place pour le Nigeria, moi je suis pas surpris, personnellement. Avec le niveau du football africain aujourd'hui, je suis pas surpris de voir le Nigeria
4e du groupe. Et moi, personnellement, je ne m'emballe pas lorsque je ne vois pas le Nigeria n'est pas parti à la Coupe du Monde. Voilà, on va quitter le groupe, c'est pour parler rapidement du groupe D. Là-bas aussi, il y a quand même de la surprise, comme on a parlé bel et bien de ce sujet où la République démocratique du Congo et le Cap-Vert, jusqu'à présent, sont les deux nations qui sont en train de créer leur surprise dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Cap-Vert leader avec 13 points. Peut-on parler, comme je viens de le dire, Patrick Bouéré, d'une surprise dans un groupe où se trouve le Cameroun? C'est une surprise, oui, puisque les Cameroun a voulu créer une surprise et on est en train de vivre cette surprise, et surtout grâce aussi à des très belles performances du Cap-Vert. J'ai peur de vous le dire d'ailleurs que le Cap-Vert a plus ou moins actuellement, si on doit comptabiliser, si on doit rester en termes de pronostics, le Cap-Vert a plus de 60% de chances de se qualifier pour la Coupe du Monde. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Tout d'abord, il y aura un match. La seule défaite du Cap-Vert lors de ces éliminatoires, c'est face au Cameroun. C'est d'ailleurs la seule. Oui. Et il y aura un match où le Cap-Vert va recevoir les Cameroun à domicile. Donc, si les Cap-Vert arrivaient justement de tenir un échec, que ce soit un match nul, les Cameroun à domicile, le Cap-Vert restera toujours en avance. Et il faut le savoir que le Cameroun n'a pas pu battre l'Angola lors de ces éliminatoires. Et lors de la dernière journée, le Cameroun jouera l'Angola, qui est un adversaire détail. Et si on va regarder encore le parcours pour les restes de ces éliminatoires pour les Cap-Vert, il y aura l'île Maurice, il y aura les Swatini et il y aura la Libye. Deux nations à la portée du Cap-Vert pour ces éliminatoires. Donc, c'est vous qui le dites. Je l'ai dit, puisque j'ai vu tout ce qui s'est passé tout au long de ces éliminatoires depuis les débuts. Et je suis en train de me faire une idée sur ce qui restera pour les Cap-Vert, et on doit se les dire. Donc, les Cap-Vert, justement lors de ces éliminatoires, n'a pas le droit de perdre devant le Cameroun puisque c'est la finale. Ça sera lors de la 8e journée que les deux nations vont se rencontrer. En tout cas, pour moi, la nation qui va remporter cette rencontre sera d'office la nation qui va avoir les tickets qualificatifs. Émeraude Kabo, on peut dire aujourd'hui que le conflit entre Samuel Eto'o, le ministère des Sports ainsi que les sélectionneurs Marc Brice est la vraie raison qui a impacté cette sélection. Est-ce que ça a été réparé? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a un vrai sélectionneur? Je ne sais pas. Est-ce que Eto'o est encore ses leaders à la fédération? Je ne sais pas. Est-ce que le ministre des Sports s'occupe encore une fois du sport de football du Cameroun? Je ne sais pas. J'ai dit encore une fois, si on a parlé de retard de potentiel pour le Nigeria, pour le Cameroun, je vais parler encore une fois des problèmes internes parce qu'aujourd'hui, on a fait venir de jeunes qui sont très bons. Je parle des Baleba, on parle de joueurs aussi talentueux qui viennent dans cette sélection-là. Est-ce que, dans la mesure du possible, si le Cameroun n'arrive pas à se capitaliser sur leurs chances, sauf aussi dans cette nation camerounaise, on a du mal à répéter, bien sûr, le résultat. Depuis les conflits, comme vous avez parlé, on a du mal à répéter les résultats qu'est sur le terrain. Parce que cette nation camerounaise est restée sur, encore une fois, des mauvais souvenirs entre ces conflits-là et ça impacte sur le terrain. Vous avez raison de dire que lorsque ça impacte, c'est compliqué. D'autres nations ne peuvent qu'en profiter pour voilà, s'imposer, encore une fois, ne serait-ce que remporter ou obtenir des matchs nuls. Je regarde même ces groupes du Cameroun, avant même les événements de la Coupe du Monde, moi j'ai dit que le Cameroun doit finir premier. Le Cameroun, c'est une nation qui doit finir première, c'est une nation qui doit monter sur tout le monde parce qu'il y a la Libye, un tout petit peu, une nation qui peut tirer, c'est l'Angola. Ah oui. L'Angola, qui j'ai dit encore une fois, est aussi pris par un contexte où d'autres joueurs qui ont fait la CAN, qui ont fait une belle CAN, ne vont pas être sur la liste. J'ai dit encore une fois, la majeure partie des joueurs qu'on a vus à la CAN ont baissé même en termes de niveau. Avec leur club aussi, on a trouvé des garçons qui étaient en super forme à la Coupe d'Afrique des Nations, qui aujourd'hui n'ont pas assez de temps de jeu avec leur club. Donc c'est compliqué pour les Panathinaikos, pour l'Angola. Mais pour le Cameroun, moi je suis pas surpris aussi sur le fait que les Cameroun à ce groupe-là, lorsqu'on n'arrive pas à s'imposer contre les petits poussés du groupe et que le Cap-Vert va survoler, ben c'est compliqué. Le Cap-Vert, voilà, qui a perdu face au Cameroun, mais le Cap-Vert aussi s'est mis dans une position où il s'en profite bien sûr, où il en profite du contexte. Une seule défaite, un seul match nul et 4 victoires. Épargné aussi par le contexte, parce que si on parle de conflits au Cameroun, on parle aussi des joueurs absents à côté de l'Angola. Pas absents à tout prix, mais des joueurs
pas en super forme en Angola. Et ça en profite lorsque vous imposez devant le reste de ces tableaux-là, parce que le Cap-Vert va s'imposer face à l'île Maurice. C'est un match nul, un but partout. Face à la Libye même, il y a eu un nul pour le Cameroun. Ouais, bien sûr. Donc, le Cap-Vert qui a su s'imposer devant le petit poussé du groupe, entre guillemets, l'île Maurice, la Libye. Et il y a eu une victoire aussi face à l'Angola. Il y a eu les Swatini, une victoire. Il y a eu une victoire face à l'Angola. Ouais, bien sûr. Pour le Cap-Vert. Donc, je pense aussi que les Cap-Vert, si vous regardez le parcours, il y a un seul point d'écart qui sépare les deux. Mais les Cap-Vert a su en profiter, bien sûr, de cette faiblesse. L'avantage des receveurs. Les receveurs. À domicile. Ce n'est rien. Lorsque le Cameroun, dans la mesure du possible, a déjà eu la possibilité de s'imposer en déplacement de la Côte d'Ivoire, lorsque le Cameroun a eu la possibilité de se qualifier devant des nations aussi en super forme, alors que le Cameroun aussi a été blessé, à moitié blessé que ça peut surprendre à chaque fois. Mais moi, j'ai dit encore une fois, ça reste un groupe où le Cap-Vert a su vraiment en profiter. C'est un peu comme la RDC. C'est-à-dire, c'est un peu comme la RDC. Si la RDC... Il reste à jouer. Oui, si la RDC a une victoire face au Soudan, il y a un écart. Le Cap-Vert aussi, si a une victoire face au Cameroun, il y a un écart. Il y a des potentiels scénarios. Par exemple, le Soudan va jouer le Sénégal. S'il y a un match nul et que la RDC remporte son match, il y aura 4 points, 3 points d'avance. Mais vous allez encore voir la bêtise. Vous allez avoir encore la bêtise s'il y aura un nul entre le Soudan et le Sénégal. Vous allez encore une fois voir un nul entre les Soudans du Sud et l'RDC. C'est compliqué, c'est toujours comme ça. Donc, voilà, on va quitter, comme vous venez de le dire, qui est dans ce groupe D. Donc, c'est comme celui de la République démocratique du Congo. Tout reste vraiment à jouer. Alors, on va passer au groupe E, où le Maroc est leader avec 15 points. Je pourrais dire qu'il est dans ce groupe. Tout est déjà plié pour la qualification du Maroc. La messe est dite. Est-ce qu'il y a encore un truc à dire dans ces groupes? Je pense pas. Je pense que le Maroc n'a pas laissé l'opportunité à ces autres nations. Et si je regarde aussi la composition du groupe, je me dis que c'était un groupe très très ouvert. Vous avez la Tanzanie, la Zambie, les Congo, le Niger qui est derrière le Maroc. Niger, tout ça. C'était des nations à la portée des lions de l'Atlas. Si on doit regarder l'ossature, l'effectif, il y a une grosse différence entre toutes ces nations et les Maroc. Je pense que la hiérarchie est vraiment respectée. Emerald Kamba, aujourd'hui on peut dire que l'organisation de la fédération marocaine commence vraiment à payer. Oui, ça a payé depuis longtemps parce qu'il y a certaines nations qui n'ont pas de stade qui reçoivent leurs matchs au Maroc. En termes bien sûr administratifs, moi j'ai dit encore une fois, c'était une mission difficile à faire. Mais le Maroc, bien sûr, a su s'imposer, a eu la possibilité, bien sûr, de s'organiser de la plus belle des manières, parce que aussi, le poids de l'Afrique, c'est qu'on est très désorganisé. Les Maroc en profitent, bien sûr, pour mettre son organisation et permettre, bien sûr, à ces nations de recevoir leurs matchs là-bas. Et même en club, c'est les Maroc. Même en termes d'organisation, même en nation, c'est les Maroc. Ou techniquement, encore une fois, administrativement, c'est les Maroc. On a des joueurs marocains qui jouent au Real Madrid, on a des joueurs marocains qui jouent dans des clubs de haut niveau en Europe. On a des joueurs à double nationalité, par exemple. Je me permets de les dire, qui optent pour le Maroc ces derniers temps. Donc, s'il y a des joueurs de valeurs sûres qui sont poussés pour aller choisir le Cameroun, le Mali ou encore la Côte d'Ivoire, le Maroc ne fait aucun effort parce que ces joueurs-là, même s'ils partent en Espagne, ou encore une fois au Portugal, que sais-je encore, reviennent toujours au Maroc. La preuve, c'est qu'on a Brahim Diaz qui est au Real Madrid, qui avait la possibilité de jouer avec la sélection espagnole, qui vient jouer pour le Maroc. Je mets dans le passé pour mettre El Nesri dans un poids où il y avait la possibilité de jouer aussi en Europe. Mais il est venu pour jouer avec le Lion de l'Atlas. Mais je pense aussi, les exemples un peu à côté ne manquent pas, mais dans la majorité, c'est une nation marocaine a prouvé son caractère, a prouvé bien sûr sa marque. Et aujourd'hui, ça paye. Même si, je dis encore une fois, les tirages aussi leur fait du bien parce qu'il y a des nations, comme par exemple l'Érythrée qui ne va pas jouer, le Congo-Brazzaville aussi, qui est suspendu. Voilà, d'autres nations aussi qui, par exemple, l'Érythrée n'a obtenu aucun point. C'est 0. Le Congo-Brazzaville également. Même si la nation qui est derrière lui, le Niger, qui est derrière le Maroc, là, c'est compliqué.
Donc, c'est déjà plié plié pour le Maroc. Le Maroc est bien parti pour aller, pourquoi pas répéter l'exploit qu'on a vu le récent mondial, encore une fois, au pays d'Asie. Donc, j'ai dit encore une fois que le Maroc, ça reste une nation qui est non seulement organisée de manière administrative, mais aussi organisée. L'image, le Maroc est co-organisateur avec l'Espagne, si je ne me trompe pas, pour et le Portugal. La prochaine Coupe du Monde. Je pense que ça sera aussi mieux de voir cette nation commencer déjà à faire sa vraie répétition avant de recevoir la Coupe du Monde à domicile et surtout communier avec ses publics. Vous le savez, aujourd'hui, le football au Maroc est devenu une question, c'est une passion. Il faut voir comment les supporters arrivent à raconter les bienfaits de l'équipe nationale. Les Marocains sont des passionnés du football. Oui, la preuve c'est que même la prochaine CAN qui aura lieu au Maroc, il y a de nouveautés. C'est qu'il y a 9 stades, c'est qui n'a jamais existé dans l'histoire. Il y a un signal fort de la FIFA d'Afrique. Pour dire qu'on est prêt. On est prêt pour recevoir même seul la Coupe du Monde. Et voilà, c'est bien ce qui est le Maroc. Si même ça marche pas pour les continents, le Cameroun, mais de l'autre côté, avec la Côte d'Ivoire, ça marche. La Côte d'Ivoire est leader du groupe F avec 16 points, si je veux, 16 points. Avec 16 points devant les Gabon qui comptent 15 unités, juste un point qui sépare les deux nations. Alors, celle la confrontation directement, je pense que ça pourrait départager les deux nations. Oui, mais là, les Gabon, bon, je sais pas si c'est de l'avantage, il va recevoir la Côte d'Ivoire à Libreville. Ici, à Libreville. Il y a sauf un match à Franceville. Franceville, oui. Ça doit être entre Franceville ou Libreville. C'est là où la RDC les a battus 2-0. Mais là où on a dit on ne perd pas ici, les Gabonais. Les Gabon maintenant, il y a mal chose, puisque en termes d'adversité, pour la Côte d'Ivoire, il y aura un peu plus de facilité que pour les Gabon, puisqu'il y aura la Gambie à jouer. La Gambie qui est une très très grande nation, et surtout que le Gabon va se déplacer sur la pelouse de la Gambie. Je pense que ça pourra peut-être également jouer dans la balance si les Gabon arrivaient à battre la Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'ils seront capables d'aller chercher un résultat devant la Gambie? Est-ce qu'ils vont aller chercher les résultats devant justement le Burundi, puisqu'il y aura également un match devant le Burundi. Ça sera peut-être là, ça va dépendre des Gabonais, puisque justement ils sont en train de répondre à une question posée aux Ivoiriens à tout moment que la Côte d'Ivoire remporte la rencontre et également arrive à faire les bons résultats. Ça, c'est un point positif pour les Panthères, mais ça va, et comme vous l'avez bien souligné, se jouer lors de cette confrontation entre les Gabon et la Côte d'Ivoire pour décider de la nation qui va justement avoir ses tickets. Et Merod, on peut dire que les Panthères ont leur destin en main. Les Panthères, oui, ils ont leur destin en main. Ils ont la possibilité de se sauver parce que, je ne sais pas, la dernière fois que les Gabon a joué les mondials, ça remonte ils n'ont jamais joué. Ils n'ont jamais joué. Alors, c'est mieux parce que ça remonte 52 ans. Les Gabon, ils ont l'envie. Moi, je pense aussi que les Gabon ont l'envie. Et il a montré, lors même, bien sûr, du récent qualificatif du mondial. Et les Gabon ont envie, bien sûr, de prouver d'aller faire la différence, sauf qu'il y a la Côte d'Ivoire devant qui a aussi envie de partir. Mais je pense aussi, après avoir raté la Coupe du Monde de 2022 pour la Côte d'Ivoire en perdant devant le Cameroun, dans le contexte un peu comme vous le savez, la Côte d'Ivoire ne va pas laisser filer ses chances. Et si un avantage, il y a l'avantage pour les Gabon de jouer encore une fois la Côte d'Ivoire à la maison, mais est-ce que le Gabon là aura la possibilité de répéter les résultats, parce que c'est compliqué depuis le début de ces éliminatoires. Les Gabon, même en termes de ce qu'ils peuvent produire sur les terrains, on attend toujours les dernières cartouches, les dernières chances pour aller encore faire la différence. La preuve, c'est les derniers matchs qu'ils ont joués. Mais j'ai dit encore une fois que dans ce groupe, ça reste un groupe où tout va se décider peut-être au dernier moment, que de la Côte d'Ivoire ou encore le Gabon n'aura pas bien sûr la tâche facile devant des nations comme la Gambie ou encore d'autres nations là. Mais pour le Gabon, je reste encore une fois optimiste quant à la participation au Gabon à la Coupe du Monde. Et j'ai dit encore une fois, si le Gabon arrive bien sûr à maintenir l'effort ou à gérer ces matchs dans la mesure du possible, de s'imposer déjà face à la Côte d'Ivoire,
c'est le Gabon qui va se qualifier. Voilà, on quitte rapidement le groupe F pour parler du groupe G où l'Algérie est leader avec 15 points. Donc je rappelle encore une fois de plus que l'Algérie est quand même habituée déjà, 3 participations à la Coupe du Monde déjà. Donc est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Algérie se rapproche petit à petit parce que derrière elle, c'est Mozambique qui a 12 points. On peut dire aujourd'hui que cette nation va petit à petit vers sa qualification d'Algérie. Attention avec les cataclysmes, puisqu'il n'y a que 3 points d'écart entre le Mozambique et l'Algérie. Ça peut aller très vite. Moi, je suis un tout petit peu inquiet. Oui, Emeraude a relevé l'effectif vieillissant pour les Sénégal et sous peu. Moi, je pense que l'effectif vieillissant, c'est vraiment cet effectif de l'Algérie avec des joueurs tels que les Riyad Mahrez, Ben Sebaini, celui-là depuis 2014. Il s'appelle comment le joueur de l'AC Milan, Benasser, les Benasser et les autres. Je pense que cet effectif, il y a de l'expérience. Il y a de l'expérience pour gérer la pression lors de ces éliminatoires. Mais en termes de productivité, ce n'est plus la même énergie que les Mahrez, les Benasser et les autres. Ils n'ont pas aussi assez de temps de jeu dans leur club. Oui, effectivement, à fournir, que ce soit en club ou en équipe nationale. Je pense que oui, l'Algérie est mieux placée pour se qualifier, mais il faudra rester vigilant jusqu'à la fin, puisque on est en train de se dire que le Mozambique est en train de jouer peut-être également sa chance. Il n'y a que 3 points d'écart. Tout peut aller vite dans un match de football, et surtout il y aura 4 journées. Si on doit faire les décomptes, 4 journées, c'est au moins 12 points, si je ne me trompe pas. 12 points. Donc il y a encore beaucoup plus de possibilités pour le Mozambique d'aller chercher à pourquoi pas titiller l'Algérie. Emeraude Kamba, on peut dire aujourd'hui que même si on a peur du cataclysme qui peut arriver entre l'Algérie et le Mozambique, mais on peut dire aussi que l'Algérie et le Maroc sont tombés dans des groupes un peu cléments. Oui, un peu cléments parce qu'ils sont aussi sauvés par les tirages, au terme aussi de leur classement, bien sûr, africain. Et c'est là où, bien sûr, ça peut faire la différence. Et encore une fois, le Maroc qui est dans un groupe aussi facile à jouer. Encore une fois, l'Algérie se retrouve dans un groupe aussi facile à jouer. Et la preuve, c'est qu'il y a plus 10 de différence. C'est-à-dire, dans la différence, il y a plus 10. Oui. Et donc, même si c'est 3 points qui les séparent entre l'Algérie et le Mozambique, il y a plus 10. Sauf que le Mozambique est deuxième, il y a moins 1. Donc, voilà, l'Algérie est bien partie pour aller à la Coupe du Monde. Sauf à 4 journées, il faut encore une fois faire le tour de ces nations-là. Mais l'Algérie, ça reste une nation, même en déplacement ou à la maison, ça reste cette identité de jeu. Si on a envie de jouer le hold-up, on le fait. Si on a envie de jouer techniquement, on le fait. Si on a envie, bien sûr, de marquer plus, on le fait. Donc, même si ça reste vieillissant avec des Bounedjah, que je rappelle, je rajoute un peu à Patrick sa liste de joueurs, mais ça reste une nation qui s'inscrit dans le résultat. Pas n'importe où, pas n'importe quoi, pas n'importe comment. Sauf que l'Algérie, même la récente participation à la CAN, qui a eu cette élimination en phase de groupe, mais ça reste une nation aussi, même dans le jeu, ça produisait le jeu. Le jeu y était, le but manquait un tout petit peu. Dans le passé, il y a eu le jeu, le but. En même temps, il y a eu la finale, il y a eu la finale remportée. La finale perdue face au Sénégal. Mais pour l'Algérie, ça reste cette nation qui a toujours ses chances, plein de chances pour aller à la Coupe du Monde. Un autre habitué déjà au niveau de cette compétition mondiale, c'est la Tunisie qui est leader du groupe H avec 16 points. Quand je dis déjà un habitué, la Tunisie compte 7 participations. 7. Donc parmi les nations qui ont quand même participé plusieurs fois dans cette compétition mondiale. Alors derrière elle, c'est la Namibie qui occupe la deuxième position avec 12 points, suivi du Libéria 10 points, Guinée équatoriale 7 points, Malawi 6 points, ainsi que le Sao Tomé et Principe 0 points. Et si vous jetez un coup d'œil, vous allez remarquer que la Tunisie est en route pour sa 8e participation à la phase finale avec 0 but encaissé. C'est une nation, à la différence de l'Algérie, du Maroc, la Tunisie n'a jamais vu des stars dans des très grands clubs.
ce qui n'est pas le cas avec les Maroc ou l'Algérie, mais c'est les collectifs. Moi, ce que j'aime bien regarder, suivre ces footballs tunisiens, c'est les collectifs basés avec une identité des jeux. C'est que la République démocratique du Congo souffre à avoir, que la direction technique nationale de la RDC n'arrive pas à donner au pays. Je n'entre pas dans ces débats. C'était juste une parenthèse que je vais faire rapidement. Et j'ai dit, la Tunisie a cette identité des jeux-là cultivée. Moi, j'ai vu des joueurs évoluant à l'extérieur du pays arriver à avoir envie de copier cette identité des jeux-là, imprégnée par l'Espérance des Tunis, par les clubs tunisiens qui jouent régulièrement les interclubs de la CAF. Et c'est ça qui paye. Ce qui paye. Vous n'avez pas des noms, des grands noms, mais on a les collectifs et ça carbure. Et quand on voit la participation de la Tunisie dans ces groupes H, ouais, vous avez dit Fabrice Kazri qui joue en Ligue 1 avec son équipe qui n'est pas même. C'est le capitaine même. C'est le capitaine. C'est l'expérience. Les techniques qu'on a eu à regarder avec l'Espérance des Tunis depuis ces confrontations avec les jusqu'aujourd'hui, ça continue. Et Mesprit, un joueur qui jouait avec Manchester United, qui a réussi à intégrer cette sélection de la Tunisie. Et c'est comme ça que se développe une sélection nationale. C'est comme ça qu'on arrive à avoir des bons résultats. N'est pas compter seulement sur les noms. On l'a dit à un certain moment, l'Égypte, lorsque Mohamed Salah ne tourne pas, lorsque Omar Marmouche ne tourne pas, on sentait également que là, il y avait baisse des régimes. Mais pour la Tunisie, vous n'avez pas les droits de vous soucier, puisque lorsque les joueurs qui sont sur les terrains n'arrivent pas à donner, même sur le banc de touche, on a des solutions. Et l'équipe, la sélection arrive à donner des très bons résultats. Emeraude, est-ce que la Namibie, avec ses 12 points, peut être un obstacle pour la Tunisie? Ça reste une nation, oui. La Namibie... 0 défaite, hein. 3 matchs gagnés, 3 matchs gagnés. Avec la Tunisie, c'est que l'histoire de surprise, l'histoire de ça peut surprendre, ça peut avoir... Vous avez utilisé un mot ici, c'est le cataclysme. Ah oui. Je sais pas, avec la Tunisie, on dit que ça n'existait pas. Oui, on dit que la Tunisie, si elle prend de l'envol en Afrique, il faut attendre peut-être le Sénégal, il faut attendre la Zambie, parce que la Zambie, à un moment où j'ai dit, encore une fois, ça reste une nation qui, devant de grandes nations, ça peut se prendre à chaque fois. Mais pour la Tunisie, lorsque cette nation prend de l'envol, il n'y a pas de cataclysme, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de... Ils savent tenir. C'est-à-dire que dans la constance, ils sont ces Tunisiens. Dans la capacité à gérer, ils y sont aussi. Dans la capacité aussi à reprendre les esprits, dans la capacité à revenir. Ils sont là. Même dans les matchs compliqués où on dit la Tunisie n'a pas le ballon, la Tunisie ne doit pas toucher le ballon, la Tunisie est restée muette durant les 90 minutes. Ça peut avoir toujours cet élément possible, même dans le bas de touche, qui peut aller faire la différence. Et c'est bien pour cette nation tunisienne. On a inscrit quelque chose. Je pense aussi que pour la Tunisie, ça a été un travail de lourd effort pour les sélectionneurs qui sont passés de ce côté-là. Je pense à l'Ingérès, je pense à des sélectionneurs qui ont inscrit bien sûr le nom, qui ont compris l'idéologie, qu'il ne fallait pas bien sûr miser sur des joueurs qui jouent dans les grands championnats, la Bundesliga, dans les championnats espagnols, dans les championnats français de haut niveau, dans le top 5 ou qu'est-ce que j'ai encore, mais miser aussi de joueurs qui ont compris déjà l'idéologie tunisienne. C'est que l'idéologie tunisienne, ça ne peut pas perdre. C'est-à-dire unis et imbattables, comme dit les Daring. Mais pour la Tunisie, ça reste une vraie valeur pour aller se qualifier à la Coupe du Monde. Encore une fois, parce que ça a été déjà une possibilité pour se qualifier en 2022. Ils étaient. En 2018, ils étaient. Et encore une fois, en 2026, ils ont aussi cette chance-là. Je pense qu'ils seront. Voilà, on va clôturer avec le groupe I. Là-bas aussi, il y a encore une autre surprise avec les Ghana qui est leader. Curieusement, leader avec 15 points devant le Comores, le Madagascar, le Mali, la République centrafricaine ainsi que le Tchad. On rappelle encore une fois de plus que les Ghana ne s'est pas qualifié pour la Coupe d'Afrique. Pour la Coupe d'Afrique. C'est quand même curieux, mais moi... C'est quel miracle? Qu'est-ce qui s'est passé pour que les Ghana puissent se métamorphoser de la sorte? Je ne peux pas prendre ça comme un argument de taille, mais il faut quand même le dire. Vous savez, il y a eu plusieurs réalités vécues par les joueurs ghanéens lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Ils ont été tabassés même par les supporters lors d'un match à la fin. Et les joueurs, surtout ceux qui évoluent à l'extérieur du pays, étaient fâchés. Et paraît-il que c'était une punition infligée à la population pour dire, vous nous avez tabassés, alors vous
n'aurait pas de Coupe d'Afrique des Nations. Ok. Et là, on voit quand même une différence avec ce qui se passe pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde. On a retrouvé les vrais coups douces et les autres. Mais il faudra faire très attention, pas s'emballer aussi vite pour ces groupes I, puisque quand je vois ce qui se passe, on aura un arbitre. Et cet arbitre-là peut devenir un vrai sérieux challenger pour avoir la qualification. C'est les Mali. Les Mali qui va jouer devant les Ghana, qui va jouer devant les Comores pour les 4 rencontres restantes, et surtout que le Ghana et les Comores vont aussi se rencontrer pour la suite de ces éliminatoires. Il y a encore un suspense immense pour ces groupes I. Faudra que chacun puisse avoir son destin, que chacun puisse garder son destin pour les Ghanéens, par exemple, qui vont affronter les Mali, n'est pas commencer à perdre devant les Aigles du Mali. Je rappelle qu'il y a 12 points à prendre pour les 4 restantes rencontres. Les Mali peuvent aussi surprendre tout le monde en remportant 3 de ces 4 rencontres et aller chercher à titiller, à avoir une place qualificative pour cette Coupe du Monde. Les groupes I est encore très très ouvert. Peut-être on aura encore des surprises. Rien n'est encore perdu pour les Comores, j'espère, Emeraude. Non, rien n'est perdu, mais les Comores, comme j'avais dit au début de l'émission, les Comores, ça reste une nation qui n'a pas évolué. Après la bonne Coupe d'Afrique des Nations avec Amir Abdou. Les Comores, moi j'ai dit, c'est cette nation que j'ai eu envie de voir. C'est quand même curieux d'entendre les noms du Comore au niveau. Ça fait genre. Hein. Oui, mais qui n'a pas évolué. Les Comores, il y a 4 nations que je disais aujourd'hui, il faut le voir aussi dans une image qu'on a vue par le passé, la Zambie, lorsqu'elle remportait sa première Coupe d'Afrique des Nations, lorsqu'on a vu l'Angola s'apparaître, lorsqu'on a vu, même, je dis encore une fois, les Bénin. Parce que ce sont des nations qui, en termes de niveau, avaient évolué après leur apparition. Mais les Comores, la Namibie, les Madagascar, la Mauritanie, depuis 2018, c'est qu'il y a eu, je vais dire, une jette-goutte d'eau qui a fait la différence, quelque chose de différent, quelque chose de très spécial qui est apparu et directement ça s'est disparu. Je sais pas, mais la Mauritanie, que j'ai eu envie encore une fois de voir à la Coupe d'Afrique des Nations, avec des garçons qui jouent tout puissant Massembe, Ibrahima Keita, avec des Tangi pour la Mauritanie, qui restait d'ailleurs mieux face à la RDC, je sais pas. Rapidement. Et les Comores, ou encore la Mauritanie, je sais pas, les Madagascar, qu'est-ce que j'ai encore, ce sont des nations qui en termes de niveau n'ont pas évolué. Moi, je n'attends pas à la surprise. Je vois directement les Ghana aller à la Coupe du Monde. Alors, jusque-là, il y a encore, en 6 journées, il y a 4 meilleurs deuxièmes déjà. Il faudrait les rappeler. C'est les Gabon qui est le premier avec 15 points, suivi du Cameroun 12 points, du Sénégal 12 points, également la Namibie 12 points. Ils doivent faire un long stage avec des nations de notre continent. Voilà, on va quitter les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 pour parler en quelques minutes, seulement parce qu'on n'a plus de temps pour parler du championnat national de la République démocratique du Congo avec l'Illico Cash Ligue 1, groupe, on va beaucoup plus se marteler du groupe B, où le suspense pour la qualification au play-off reste encore. Ça plane. Les calculettes. Il y a encore des calculettes entre le Dérègle Motema Pembe, Céleste Football Club, Renaissance du Congo et l'AF Ange Vert. Je donne la main à Emeraude où je commence. La main à Emeraude. C'est championnat qu'on suit ambitieusement. Ces championnats, moi j'ai dit encore une fois, cette saison, on a vu un championnat de haut niveau avec des équipes qui, voilà, par exemple New Jack, qui ne va pas se déplacer en déplacement, qui ne va pas jouer ces matchs en déplacement. Problème aussi des moyens, on peut comprendre. Mais si New Jack ou encore Bukavu Dawa, Étoile de Kivu, Dauphin Noir jouent tous leurs matchs, je ne mettrai même pas le Daring dans cette position. Non plus Renaissance. Parce que on a vu le vrai niveau de ces équipes affichées lors de la phase aller. Je sais pas, mais c'est compliqué de battre Dauphin Noir même en déplacement. Ouais. Vu tu as eu du mal à s'imposer ici face à Bukavu Dawa. Ouais. Ou encore Étoile de Kivu, lorsqu'elle se déplace avec du caractère. Même en Vert, on a vu cette équipe qui est promise, mais en Ligue 1, on a vu le vrai niveau de cette équipe d'Ange Vert. Sauf que, entre guillemets, les équipes qu'on comptait, qu'on croyait avoir le niveau des championnats, aujourd'hui, se retrouvent en difficulté, n'ont même pas de vraie qualité sûre pour aller titiller ces petites équipes-là aussi.
Sauf que aussi, si on fait en fait l'inverse, d'avoir les Daring dans ces conditions, K Bukavu Dawa, ou Vita Club dans des conditions K Étoile de Kivu, bah, Étoile de Kivu s'envole, Bukavu Dawa aussi, ou encore Dauphin Noir. Parce que, rappelez-vous, le vrai niveau de ce championnat, ça s'est ressenti directement lorsque Étoile de Kivu, ou encore Dauphin Noir, avec Bukavu Dawa, ne jouaient pas leur match. Ils étaient avec, par exemple, Bukavu Dawa et Dauphin Noir, ils avaient 16 points. Mais il fallait attendre 6 journées pour voir les Daring Club Motema Pembe ne serait-ce qu'arriver à ces 16 points. Donc, c'était 19 points. 19. Il fallait attendre DSMP match après match. Il y a d'autres qui ne jouent pas leurs matchs. Mais vous, les Daring, vous êtes en train de jouer après match, mais vous n'arrivez pas bien sûr à totaliser les mêmes nombres de points que les équipes qui ne jouent même pas. Donc, moi, je dis encore une fois que ces championnats, c'est les championnats qu'on a vus avec un vrai niveau et que si les conditions peut-être de déplacement ou les conditions de guerre n'étaient pas invitées, vite se retrouver en 7e position, DSMP en 8e, Rungis en 9e et qu'on monte encore une fois Bukavu Dawa de fin en juin. Moi, je pense que, pour moi, par rapport à cette question, je suis un tout petit peu, vous voyez, d'ailleurs, même la température a baissé, puisque quand je parle de ces championnats, j'ai très mal. J'ai très mal, pourquoi? Puisque je me suis rendu compte qu'à un certain moment, à part les dirigeants de nos clubs, il y a aussi les organisateurs de nos championnats qui n'arrivent pas à nous permettre d'avoir un très bon champion. Je veux faire une étude comparative, je nécessiterai de les dire, puisque pour évoluer, il faut regarder ce que les autres font de mieux. Je prends l'exemple, par exemple, de Manchester United. Aujourd'hui, Manchester United... Vous quittez le Congo. Oui, même pas en Tanzanie. Je vous prends l'exemple. Singida. Non, mais je vous l'accorde. Cet exemple. Je vous l'accorde. Je suis pas présentateur, mais je vous l'accorde de prendre Singida. Prenez Singida. Pourquoi je prends cet Prenez exemple? Singida. Ils ont pris Marouf Chaka. Je vais juste te dire pourquoi. Je vais juste te dire que des grands clubs peuvent avoir des moments de difficulté. Mais vous ne verrez jamais la Ligue anglaise ou la Fédération anglaise aider Manchester United puisqu'il n'y a pas de bons résultats. On parle de Manchester City qui a été récemment champion d'Europe, mais ça ne carbure pas. Vous ne verrez jamais la Ligue anglaise ou la Fédération anglaise donner des béquilles, des béquilles à ces clubs-là. Je prends l'exemple de Nottingham puisque vous ne voulez pas que je cite les grands clubs. Nottingham qui a gagné la Ligue des Champions deux fois. Mais Nottingham a joué la 3e division. Nottingham a joué la 3e division. Aujourd'hui, nous sommes... Il est impossible. Aujourd'hui, nous sommes... Nottingham, mais... Oui, je sais. Il est pas fait le top 4. Ils ont eu le temps de se refaire la santé. Nottingham est 3e. Ah oui. Mais parce qu'ils ont eu les champions. Est-ce impossible pour que les Daring Club Motema Pembe, l'OC Renaissance ou la SV Club joue la 2e division? Ce n'est pas impossible. Ils ont pris Diakan Amazou. Ce n'est pas impossible. Oui, je DSMP. À un certain moment, les dirigeants doivent à tout prix donner l'opportunité à ces grands clubs-là de se régénérer. Lorsqu'il n'y a pas de régénération, je pense que le Daring Club Motema Pembe, la SV Club va toujours stagner. Je vais dire ceci. Actuellement, il y a la possibilité pour Céleste de prendre la place du Daring Club Motema Pembe pour les playoffs. Si les Daring Club n'arrivait pas à remporter son dernier match devant Maniema Union, et si Céleste arrivait à remporter ces 2 matchs de retard, si je ne me trompe pas, ça pourrait être le cas. Mais il y a déjà il y a quand même dans le couloir, il y a des gens qui commencent à véhiculer les messages disant que la Ligue pourrait reconsidérer les classements en déclassant ceux qui n'ont pas joué la phase retour de playoff. Je parle de l'Étoile du Kivu, Bukavu Dawa et Dauphin Noir. Donc, justement, si on arrive à déclasser ces équipes-là, et les Daring Club Motema Pembe et Céleste auront la facilité, sans même qu'on puisse compter les deux dernières rencontres à se jouer, à jouer les playoffs. Tout ça, c'est pourquoi? C'est juste pour chercher à ce que les Daring Club Motema Pembe figurent nécessairement ipso facto à ces playoffs. DSMP 6e. Un pied en playoff. Oui, il y a un pied. Mais Céleste peut avoir ces pieds-là lorsque le Daring Club n'arrive pas à remporter les matchs devant. Tout sera dessiné déjà le mercredi. Voilà. Donc, moi, je l'ai dit, à un certain moment, les dirigeants doivent nous laisser les suspens. Les dirigeants doivent laisser. Est-ce que Céleste n'a pas besoin de jouer les playoffs? Céleste, c'est aussi un club qui peut bien jouer ses playoffs. Est-ce qu'il faut nécessairement que les Daring Club Motema Pembe jouent les playoffs? Je ne le pense pas. Donc, je me dis, pour que nous puissions vivre un football plein d'émotions, plein de surprises, je pense qu'à un certain moment, les dirigeants doivent laisser de la méritocratie. Même dans les traitements des dossiers, lorsque Daring a un dossier litigé sur le plan administratif,
vous verrez, il y a toujours des couacs, il y a toujours des courbures à faire justement pour rendre la décision. Lorsque c'est Céleste, lorsque c'est l'Étoile du Kivu, lorsque c'est les petites équipes, la sentence arrive facilement. Et pourquoi? C'est comme ça que le football congolais n'arrive pas à évoluer, puisque ceux qui mettent également de l'argent pour soutenir ces petits clubs-là, ils se plaignent. À tout moment, ils se plaignent. Et c'est ça, lorsque la fédération, lorsque la ligue vont laisser, la libre administration vont laisser ce qu'on appelle de la méritocratie dans l'organisation de ces championnats, je pense que même dans des interclubs de la CAF, parce que le club congolais arrive à faire des miracles en Ligue nationale de football, mais ils peinent à tenir du côté des interclubs de la CAF parce que là, il y a de la méritocratie, là, il y a la bonne gestion, là, il y a ce qui s'est fait de mieux. Mais chez nous, parce qu'il y a des magouilles, parce qu'il y a il y a les pros Daring, il y a les pros Mazembe, il y a les pros V-Club, dans la gestion du football congolais, et c'est comme ça qu'on stagne. Mais pour le DSMP cette saison, c'est qu'on n'a pas été un peu favorisé que ça pour le DSMP. Sauf que pour le DSMP, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de résultats. Un club qui a été suspendu, mais qui arrive toujours à avoir des joueurs. Non, mais la suspension a été levée. La preuve, on a fait monter de joueurs de deuxième ligue. C'est après. Là, c'est avant encore la levée de la suspension. L'avant-suspension des MP n'a fait qu'avec son effectif. Comment ils arrivent là? On a vu, il y a d'autres qui disaient 9 joueurs, moi j'ai dit c'est impossible d'avoir 9 joueurs sur l'équipe. Mais les SMP, c'est vrai, on n'avait pas de vraies valeurs sûres. Je pense aussi qu'il y a eu aussi un problème de moyens qui n'accompagnait pas le DSMP. Mais à la fin de la saison, moi je pense aussi, je pense à la fin de la saison, il y a eu quelque chose qui a accompagné. On dit qu'il y a eu une différence même dans l'esprit de ces joueurs-là. Si vous regardez ces DSMP jouer, même les récents matchs qu'ils ont face à New Jack, on comprend directement qu'il y a de l'énergie, qu'il y a de l'envie de pouvoir la volonté maintenant d'aller tenter la chance maintenant au niveau de playoff. On dit quelque chose, hein? On leur a promis quelque chose. Si le président Paul Kassembele leur a promis quelque chose, c'est bien, mais il faut concrétiser. Je pense aussi pour le DSMP, on n'a pas été un peu favorisé que ça parce que l'année dernière, le DSMP a été frappé par une suspension pour ne pas jouer le playoff aussi, il faut le dire. Le dossier Mirakalonji qui a tablé sur la table du DSMP, ça a été cette saison, voilà, c'est les dossiers, ça a été dit à Soumani, il y en a 2 ou 3 joueurs comme ça mais cette saison le Congo est en train de mettre la pression comme l'année dernière aussi. Donc est-ce que maintenant la vraie question qu'on devait se poser, est-ce que c'est vrai est-ce que c'est vrai Rachidi, Soumani, Eliticheur ou encore d'autres joueurs qu'on parle aussi. Mais pour le DSMP, je dis encore une fois, moi personnellement j'ai envie de voir ces DSMP en playoff. Pourquoi? Parce que j'évite en fait. Fait quelque chose. Non, c'est que j'ai envie de la compétitivité. L'année passée. Et Céleste, ça ne va pas le faire. Oui, bah après. Renaissance, on ne va pas le faire. Non, après. De la gestion du football congolais. Non, après. Il faudrait nécessairement que les derniers moteurs soient là. Pas du tout. DSMP en termes de résultats, ça mérite. C'est le DSMP 6e. Où on peut reprocher cette équipe de DSMP? À la fin de cette saison, non, mais à la fin de cette saison, l'SMP s'est réveillé, c'est vrai en retard, mais si on regarde les matchs joués face à Vita Club, on comprend que l'SMP a eu envie, bien sûr, d'aller marquer. C'est un match dans le décarnat boiteux. Mais l'SMP a bien tenu, même les défauts de l'arbitre. Et je pense aussi que sur la dernière action, il y a penalty. Et l'arbitre n'a pas le droit de siffler à la fin du match à ces temps-là. Donc le SMP aussi, voilà, a fait face aussi à ces difficultés. Face à Renaissance aussi, c'est la même chose. Voilà. On n'est pas contre, juste une minute, on n'est pas contre que les derniers clubs Motema Pembe jouent les playoffs, mais ça doit, ils doivent. Cette saison, ça mérite. Les derniers clubs doivent mériter. Cette saison. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup à vous, Patrick Bourré, pour avoir accepté notre invitation. Merci aussi à vous, Emerald Kamba. Merci. Et surtout que vous avez match tout à l'heure, donc ça nous fait vraiment plaisir d'avoir accepté notre invitation. Très heureux de revenir. Vos agendas MP. Voilà. Très chargés. Après, j'ai toujours été heureux de participer, d'intervenir dans des émissions sportives. Et j'ai dit encore une fois, très heureux de revenir ici. Heureux aussi de voir qu'il y a certains abonnés qui, grâce à Dream TV, nous dit: est-ce que vous commencez à travailler là-bas? Parce qu'à chaque fois, on partage aussi des émissions de Dream TV. Même si on n'est pas présent, mais on partage quand même. On salue nos internautes. Ruth Tshisekedi. On salue, c'est pas le président de la République, Tshisekedi, ça s'appelle Ruth Tshisekedi. Okay. Et je salue aussi LJ Elende. Voilà.
LJ Elenda Eric Tshisekedi. Merci. Par des Kamba. Et de la part des Merod Kamba. Moi, j'ai dit merci à Billy L6, les maestros. Merci aussi à Divin Poto. Merci à la grande famille Dream Télévision. Je vous rappelle toujours, ne cessez jamais de commenter, de partager et de liker. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve déjà très bientôt.